Bonjour à tous. Je voudrais simplement vous redire d'abord le plaisir que j'ai à être aujourd'hui au milieu de vous. Mesdames, Messieurs, chers lauréats, parce que j'ai un grand privilège de tous les orateurs pour l'instant, je suis le seul, avec Philippe, à pouvoir parler une fois que vous avez été réellement diplômés. Voilà. Donc, chers lauréats, on éprouve toujours de l'émotion quand on participe à une remise de diplôme comme celle-ci, car c'est à la fois, d'abord, pour quelqu'un de ma formation qui était il y a très longtemps sur les bancs d'une école, ça remue des souvenirs. Et puis c'est un aboutissement et c'est un commencement. L'aboutissement de beaucoup d'efforts de votre part, de celle de vos proches, de vos professeurs, de votre encadrement, des familles, que je salue. Mais un commencement, bien sûr, parce qu'une nouvelle étape s'ouvre pour vous. L'Hestia est une bien belle école, avec des liens forts avec Safran. Émeric en a parlé, il y a une histoire qui s'est construite avec un soutien indéfectible de Safran autour de l'école. Il y a l'ancrage régional de Safran, et on vient de citer Safran Helicopter Engine à travers ces deux sites proches de Borde et de Tarnos qui représentent quand même à eux deux quelque chose comme 4000 personnes qui travaillent ici dans le département. Mais si je raisonne à l'échelle de la grande nouvelle région Nouvelle-Aquitaine, c'est près de 8000 personnes de Safran qui sont implantées ici, dans cette grande région, du sud jusqu'au nord de la région. Nous sommes l'un des berceaux de l'aéronautique mondiale. La région Nouvelle-Aquitaine est un des berceaux de l'aéronautique mondiale. Mais il faut aussi voir plus loin, chez nous ou ailleurs, et aller jusqu'à l'étranger. Vous avez vu que Philippe Petit-Colin vous y a invité. Je sais que c'est un point sur lequel on insiste beaucoup à l'Hestia, et la façon dont la remise des diplômes s'est passée à l'instant illustre ce point à travers à chaque fois ces partenariats avec les universités ou écoles internationales en lien direct avec l'Hestia. Vous voici maintenant nanti du précieux diplôme qui vous fait entrer dans une communauté humaine. D'abord, j'insisterai là-dessus, celle des ingénieurs. Et vous me permettrez d'associer les diplômés également des formations de master, parce que je pense qu'il n'y a pas de raison que ce que je vais dire les exclue. Mais quelles sont donc les caractéristiques un petit peu de cet animal étrange qu'est l'ingénieur? Quelle est encore en quelque sorte sa marque de fabrique? Alors dans le domaine du savoir, l'ingénieur est capable d'appréhender la complexité technique de son environnement. C'est un petit peu un résumé qui parle au sens commun. L'un saura faire parler la matière, suivant sa spécialité. L'autre saura détecter des tendances dans un océan de chiffres, par exemple, qui resteront à jamais un mystère impénétrable pour le commun des mortels. En matière de savoir-faire, cette fois-ci, l'ingénieur, qui est capable d'appréhender, de comprendre, il est aussi capable de domestiquer cette complexité pour la mettre au service de la société. Le XIXe siècle, la révolution industrielle, ont consacré cette capacité et conféré d'ailleurs un grand prestige aux ingénieurs dont le travail avait une utilité sociale manifeste. Aujourd'hui, l'ingénieur est aussi chargé de défricher les territoires inconnus à travers sa capacité d'innovation. Alors Émeric disait tout à l'heure qu'on ne s'était pas concerté pour nos discours, mais vous allez voir que mon approche là-dessus ne diffère pas beaucoup de ce que nous a dit le président Garetta ou Émeric. L'innovation, c'est clé, et l'ingénieur y a un rôle central. On compte sur lui. Juste à titre d'exemple, et puisque je suis là pour parler aussi de l'expérience de Safran, et peut-être aussi plus largement de l'expérience de la communauté du monde aéronautique et spatial, dont nous avons d'autres dignes représentants ici, et je salue mon collègue de Dassault, les défis sont nombreux, les défis en matière d'innovation dans cette industrie qui peut être parfois considérée comme assez conservative dans ses choix. Elle l'est par ailleurs pour des vraiment bonnes raisons. Le conservatisme de certains choix est la meilleure garantie de la sécurité aérienne, et en tant que passagers des transports aériens, vous comme moi, nous ne pouvons que nous en féliciter, je crois. Mais quelques exemples des défis d'innovation qui aujourd'hui agitent Safran de l'intérieur. Et de quoi veux-je parler? De l'électrification, de l'intelligence artificielle et de la fabrication additive. Donc vous voyez que j'ai au moins deux thèmes communs avec les intervenants précédents. L'électrification, pour le monde de l'aéronautique, devient un enjeu majeur. Qu'il s'agisse de l'énergie de bord ou de la propulsion, ce qui est plus original, parce qu'on imaginait mal
les avions à propulsion électrique être capables de devenir une réalité. Oh, pas pour tout de suite, pour l'avion de transport que vous et moi nous prenons quand nous avons à nous déplacer sur le territoire national ou au-delà, parce que là, les défis en matière de densité de puissance des systèmes électriques sont importants et l'horizon auquel on pourra espérer avoir un Airbus A320 électrique se compte en décennies. Si on prenait les technologies d'aujourd'hui, il faudrait emporter à bord de cet avion plus de 2 fois son poids en batterie. Donc il ne resterait plus de place pour les passagers, vous voyez. Mais cet enjeu, il est majeur pour l'industrie aéronautique parce qu'il s'agit d'accompagner la croissance du trafic aérien qui est forte en veillant toujours au respect de l'environnement. Et donc décarboner les carburants de l'avion va devenir une condition de la santé de cette industrie, tout simplement. Ça n'est pas pour faire vert, c'est que c'est simplement la clé pour que le trafic aérien continue de se développer et que cette industrie prospère. Dans le domaine de l'intelligence artificielle dont nous avons parlé déjà tout à l'heure, c'est un domaine vraiment passionnant et qui est révolutionnaire pour toute l'industrie, y compris une industrie perçue comme assez traditionnelle. L'industrie aéronautique n'est pas vraiment l'industrie des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ou n'est pas labellisée comme telle, et a raison. En revanche, l'intelligence artificielle, le traitement massif de données, en bon français le big data, dont tout le monde parle, sont des outils extrêmement puissants si on pense à les mettre au service de ces secteurs-là, pour mieux comprendre les produits lorsqu'ils sont utilisés, pour mieux comprendre la façon dont nous les produisons dans nos usines, améliorer leur efficacité, réduire leurs coûts. Voilà les enjeux qui se posent à un industriel du secteur qui observe ces nouvelles technologies, et non seulement les observe, mais commence à les appliquer dans ses usines et sur ses produits. Et puis la fabrication additive me plaît beaucoup. Elle me plaît beaucoup parce qu'en fait, dit comme ça, on a l'impression que ça s'adresse aux ingénieurs de production. Et c'est vrai, vous avez vu des images tout à l'heure, la fabrication additive bouleverse la façon de fabriquer une pièce. Mais si on s'arrêtait là, la fabrication additive n'aurait pas de marché, à part quelques niches de marché. Pourquoi ? Parce que le vrai enjeu de la fabrication additive, ça n'est pas de fabriquer avec une imprimante 3D des pièces qui étaient fabriquées autrement avant. Si vous faites ça, elles coûtent plus cher et elles sont plus longues à produire. Non, le vrai enjeu, et c'est là que les ingénieurs ils vont intervenir, c'est de concevoir les pièces différemment parce qu'on va pouvoir les fabriquer avec de la fabrication additive. Donc là où on faisait 10 pièces qu'il fallait boulonner, souder, assembler, braser, etc., eh bien la fabrication additive nous permet de faire cet ensemble de 10 pièces en une fois et de changer même sa géométrie. Et vous voyez que là, on s'adresse à une autre population, l'ingénieur de conception, mais qui du coup doit avoir des compétences de fabrication. Donc en fait, ça casse les barrières. Voilà un monde passionnant à défricher avec les formations d'ingénieurs qui sont maintenant les vôtres. Alors il y a ces défis, il y en a beaucoup d'autres, hein, et je ne vais pas là aussi prendre trop de votre temps là-dessus. C'est vraiment une période passionnante pour notre industrie comme pour d'autres, qui connaissent une vraie renaissance après parfois des années de un peu sommeil, ou voire déclin pour certaines. Mais le savoir acquis par la formation, dont j'ai parlé avant, les savoir-faire accumulés avec l'expérience, ne sauraient suffire au bagage de l'ingénieur d'aujourd'hui s'il ne développe pas les savoir-être, qui feront de lui un leader d'équipe, humaniste, altruiste et engagé. Je parle ici de valeurs, de qualités humaines et comportementales, qui ne sont heureusement pas l'apanage des seuls ingénieurs, nous sommes bien d'accord. Vous aurez à être des managers du XXIe siècle, avec un vrai sens de l'équipe, du collectif. Enfin, des femmes et des hommes tournés vers les autres, pleinement conscients de l'impact et responsables de ce qu'ils font. Alors peut-être n'êtes-vous pas encore au clair sur ce que vous voulez faire à long terme, ne vous inquiétez pas.
Vous avez vu que je suis directeur général adjoint de Safran Helicopter Engine, et ce n'est pas le titre que m'a donné Philippe Petit-Colin, puisqu'il m'a présenté comme étant le directeur de la stratégie de Safran. C'est simplement qu'entre la semaine dernière et cette semaine, il y a eu des changements managériaux. Mais si on m'avait dit, et je parle au titre de mon ancienne fonction, quand je suis sorti d'école, que 25 ans plus tard, je serais au cœur du rachat de Zodiac par Safran, je ne l'aurais pas cru. Et simplement, toutes ces aventures-là sont passionnantes et se découvrent aussi en marchant. En ce sens, osez. Osez. Allez vers l'inconnu. Dites oui quand on vous propose une expérience dans laquelle vous n'avez pas complètement l'assurance que vous allez réussir. Dites-vous que si on vous la propose, d'autres, plus expérimentés que vous, ont réfléchi avant de vous la proposer. Et c'est ça qui fait grandir. En conclusion, chers lauréats, à l'heure de la haute technologie du quotidien, la société attend beaucoup de vous. Je ne sais pas si vous accomplirez le rêve de Boris Vian, qui écrivait « Je ne voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé les roses éternelles, la journée de 2 heures, la mer à la montagne à la mer, la fin de la douleur, les journées en couleur, tous les enfants contents et plein de trucs encore qui dorment dans les crânes des géniaux ingénieurs. En tout cas, essayez, ce siècle est le vôtre, prenez-en soin, bravo encore et bonne route. Merci.